Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Les Nigérians retenaient toujours leur souffle ce lundi, attendant de savoir qui sera le prochain président. L'annonce des résultats État par État va prendre du temps, a prévenu la Commission électorale nationale au moment où beaucoup craignent des fraudes et exigent la transparence. J'en retirerai une seule exigence, celle de faire preuve d'une profonde humilité. La France doit faire preuve d'humilité en Afrique, petite phrase d'Emmanuel Macron. Le président français a prononcé ce soir un discours sur la stratégie diplomatique et militaire de la France en Afrique, 2 jours avant une tournée en Afrique centrale. Le Burkina Faso vibre au rythme du FESPACO, la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, s'est ouverte ce week-end. Il a beaucoup été question de sécurité, nous diront nos envoyés spéciaux dans la capitale burkinabé. Et d'abord, le Nigeria qui est dans l'attente des résultats pour la 2e journée consécutive après une présidentielle très disputée, mais où la lenteur du décompte et des accusations de manipulation alimentent les tensions. Des dizaines de millions d'électeurs étaient appelés à choisir parmi 18 candidats l'homme qui aura la lourde tâche pendant 4 ans de redresser le pays le plus peuplé d'Afrique. Plus de détails avec Blanche Sanou. Les décomptes se poursuivent au Nigeria où les 3 favoris à la présidentielle de samedi sont au coude à coude, l'élection suscitant un immense espoir chez la jeunesse dont une partie a veillé toute la nuit pour protéger son vote. Le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme selon les observateurs, malgré quelques incidents sécuritaires et des couacs logistiques. Les conditions étant posées, à partir d'aujourd'hui, le centre de collecte est déclaré ouvert jusqu'au résultat définitif de l'élection présidentielle de 2023. Le transfert électronique et la publication des résultats bureau par bureau semblaient cependant prendre beaucoup de retard, attisant les craintes d'une manipulation des votes alors que les scrutins précédents ont été entachés d'accusations de fraude. Si les résultats n'ont pas été téléchargés, nous, en tant que parti, nous ne pouvons pas attester que le processus de comptage des votes est terminé. Le processus n'est pas terminé parce qu'il est défectueux. Les résultats n'ont pas été téléchargés. Et si ces résultats n'ont pas été téléchargés, nous allons certainement contester l'authenticité de toute présentation que vous avez faite ici. Le Nigeria est plombé par une économie en berne, les violences récurrentes de groupes armés et de bandits, ainsi qu'un appauvrissement généralisé de la population. Pour être élu dès le premier tour, le vainqueur doit obtenir, outre la majorité des suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans les 2 tiers des 36 États de la Fédération, auxquels s'ajoute le territoire d'Abuja. Sinon, un second tour devrait avoir lieu dans les 21 jours. Le président français Emmanuel Macron a présenté ce lundi la nouvelle stratégie diplomatique et militaire de la France en Afrique. Emmanuel Macron a dit faire preuve d'une profonde humilité en Afrique dans un discours en prélude à une tournée africaine qui le conduira notamment au Gabon, en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo. Suivant. J'en retirerai une seule exigence, celle de faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain. Une situation sans précédent dans l'histoire, traiter en même temps et dans l'urgence une somme de défis vertigineux, du défi sécuritaire, climatique au défi démographique, avec la jeunesse qui arrive et à laquelle il faut proposer un avenir pour chacun des États africains. Dans ce discours, le président français a annoncé une prochaine diminution visible des effectifs militaires français en Afrique et un nouveau modèle de partenariat impliquant une montée en puissance des Africains. Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé une loi cadre pour procéder à de nouvelles restitutions d'œuvres d'art au profit des pays africains qui le demandent. Pour une analyse de cette actualité, retrouvons tout de suite via Skype Henri Désiré Nzouzi, journaliste et analyste politique. Henri Désiré, vous êtes à Bruxelles. Bonsoir.
Bonsoir, John. Le président Emmanuel Macron, le disait, a donc prononcé ce soir un discours sur la stratégie diplomatique et militaire de la France en Afrique. Quels sont les points qui vous ont le plus marqué dans cette allocution ? Bon, il faut d'abord parler de mobile et d'opportunité. Le mobile, c'est incontestablement le désamour, voire le désaveu qu'a connu la France depuis plusieurs mois maintenant dans une partie de l'opinion africaine. On pense évidemment à l'Afrique de l'Ouest. Je pense que le président français a tiré tout simplement les conséquences d'une relation qui s'est considérablement détériorée à cause probablement de beaucoup d'incompréhension, mais en tenant compte aussi d'une nouvelle réalité, celle d'une volonté de plus en plus grande de certains pays, notamment d'Afrique subsaharienne, de pouvoir se réapproprier leur propre destin sans que cela ne se fasse avec des donneurs de leçons ou en tout cas sans qu'il y ait une présence encombrante de toute puissance que ce soit. Je pense que au-delà de la polémique qui pourrait susciter certains propos, je pense que l'exercice mérite tout de même d'être salué parce qu'elle tient compte tout simplement d'une nouvelle réalité, d'une nouvelle donne géopolitique à laquelle la France doit faire face désormais. Et qu'est-ce qui, selon vous, justifie cette opération, j'ai envie de dire, de charme de la France en Afrique ces derniers temps? Macron était déjà en Afrique l'année dernière et le revoilà en partance pour le continent. Pourquoi faire ? Alors là, nous arrivons à l'opportunité. Vous savez, il y a une tradition non écrite qui veut qu'un chef d'État français, lorsqu'il est en difficulté sur le plan intérieur, s'oxygène à l'international. Et effectivement, cette nouvelle stratégie qui vise l'Afrique et ce déplacement lui permet tout simplement de redéfinir les contours d'une relation qui se veut beaucoup plus respectueuse et surtout beaucoup plus pragmatique. Nous verrons comment les choses s'articuleront dans l'avenir. C'est vrai aussi que la France est bousculée en Afrique par d'autres puissances. Je veux parler de la Chine, de la Russie, des États-Unis et j'en oublie certainement. Pourquoi, malgré tout son potentiel de richesses diverses, l'Afrique continue d'être perçue comme une éternelle assistée? Comment renverser cette tendance ? La difficulté pour les Africains aujourd'hui, c'est de pouvoir mutualiser leurs efforts pour précisément converger dans une seule et même direction. Le problème, c'est que vous avez encore beaucoup de pays qui restent très tributaires de l'aide internationale et certains préfèrent privilégier encore une relation très particulière avec leur ancienne puissance coloniale, sans oublier le fait que cette même puissance coloniale entretient encore et toujours des réseaux. Alors, c'est des réseaux de complaisance et de puissants réseaux économiques qui maintiennent parfois certains pays sous perfusion. Et c'est la raison pour laquelle l'Afrique parfois a beaucoup de mal à se choisir les bons partenaires, car elle risque de passer d'une situation jugée comme étant difficile vers une situation qui pourrait s'avérer problématique avec d'autres acteurs. Il y a bien sûr beaucoup à dire sur la France et l'Afrique. Nous en reparlerons très prochainement. Henri Désiré Nzouzi, merci pour votre analyse. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Dans une interview exclusive accordée à VOA Afrique, Mahamat Madi Ali, chef du groupe rebelle tchadien Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, l'OFACT, a démenti les informations révélées par le Wall Street Journal et selon lesquelles son groupe planifiait d'assassiner le président de la transition au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby, avec l'aide des paramilitaires russes de Wagner. Le Tchad partage de longues frontières poreuses avec la Libye au nord, la République centrafricaine au sud et le Soudan à l'est, 3 pays où Wagner est déjà présent. Suivons Mahamat Madi Ali. Monsieur Mahamat Madi Ali, merci de répondre aux questions de la Voix de l'Amérique. Vous êtes le chef du FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, l'un des plus puissants groupes rebelles du Tchad. Le journal américain The Wall Street Journal, qui dit se baser sur des rapports des services de renseignement occidentaux et africains, fait état d'un projet d'assassinat par des rebelles du président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby. Le FACT se reconnaît-il dans un tel projet? Nous ne sommes pas surpris par l'article qui est sorti dans un journal, même s'il est américain, rédigé par un ancien journaliste du journal Figaro, qui a été touché par la junte au Tchad. Ils ont concocté, manœuvré pour accuser les FACT.
Non, les FACT n'a jamais eu de contact avec quiconque. Et les FACT n'est pas inconditionnel de quiconque. J'ajoute le manœuvre, le complot qui consiste à tenter à la vie de quelqu'un, ça ce n'est pas le projet des FACT. Les FACT c'est une guérilla très classique. Lorsque nous allons lancer nos actions, on fera une déclaration de guerre. C'est très classique. Des mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner seraient associés, toujours d'après le Wall Street Journal, à des rebelles tchadiens pour un projet de déstabilisation. Savez-vous si Wagner est présent au Tchad? Il faut faire la part des choses entre la Russie et Wagner. La Russie, c'est un État qui est membre du Conseil permanent des Nations Unies. Wagner, c'est un groupe qui, pour votre information, n'a jamais travaillé avec des groupes rebelles. Wagner était toujours avec des États, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Mali, que ce soit au Soudan, même en Libye, là où l'État n'existait pas depuis 2011. Wagner était venu en Libye par le biais du Parlement libyen. Donc, il ne faut pas lancer des accusations gratuites comme ça. Vous le dites bien, Wagner est présent en Libye et on sait que la Libye, c'est aussi une base arrière de certains groupes rebelles tchadiens, dont le FACT. Est-ce que vous avez eu des contacts? Non, écoutez, en Libye, il n'y a pas que des Tchadiens, il y a même des Occidentaux. Est-ce qu'il vous arrive d'accuser ces Occidentaux-là de connivence avec Wagner? Non. D'ailleurs, s'il y a connivence, il faut se reporter du côté en face. Le chef de la diplomatie tunisienne a réagi à la polémique créée par les propos du président Kais Saïed sur les migrants subsahariens. Nabil Amar estime que son pays prône l'apaisement tout en excluant de présenter des excuses. Pour le ministre tunisien des Affaires étrangères, c'est un mauvais procès d'interprétation qui est fait à Tunis. Cela fait quelques jours que cela s'est produit et il faut maintenant garder la tête froide. Il faut apaiser et les messages d'apaisement ont déjà été transmis par les canaux officiels et autres, a-t-il dit. Cependant, il n'est pas question d'excuses du tout. Nous n'avons porté atteinte à personne, a-t-il ajouté. Le président Saïed a appelé le 21 février à des mesures urgentes contre l'immigration clandestine de ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, affirmant que leur présence en Tunisie était source de violences et de crimes. Un an après le début de la guerre de l'Ukraine, Moscou poursuit ses attaques dévastatrices contre ce pays et se heurte à une résistance farouche du pays, de son peuple. Les affiliés occidentaux restent unis dans leur soutien à l'Ukraine, tout comme le peuple ukrainien, comme le rapporte Miroslava depuis Kiev. Le récit est de Alexandrine Oloyon. Le président Joe Biden, lors d'une visite surprise en Ukraine, est entré dans une zone de guerre active malgré les risques pour la sécurité afin d'exprimer le soutien indéfectible des États-Unis à l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. Il s'est tenu aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky et a présenté ses respects au mur du souvenir, honorant ceux qui sont morts en défendant le pays. Plus tard, à Varsovie, il a adressé un message clair au monde. Je reviens d'une visite à Kiev et je peux vous le dire, Kiev est forte, Kiev est fière. Elle se tient debout et surtout, elle se tient libre. Mais la guerre d'envergure menée par la Russie a fait payer un lourd tribut à l'Ukraine, à ses infrastructures et au peuple ukrainien. Selon le National Democratic Institute, 37% des Ukrainiens qui ont participé à une étude ont déclaré avoir perdu un ami ou un membre de leur famille depuis le début de la guerre il y a un an. Pourtant, les Ukrainiens restent optimistes quant à l'avenir. Dans ce contexte de terribles difficultés, les Ukrainiens restent très optimistes. Il y a un fort niveau de soutien pour les dirigeants et il y a l'espoir qu'avec un soutien international, cette guerre sera bientôt terminée. Selon Waleki, la Russie a utilisé la désinformation pour essayer de diviser les Ukrainiens et les convaincre que l'Occident n'est pas engagé envers leur pays. 92% des Ukrainiens souhaitent que l'Ukraine soit membre de l'Union européenne.
87% souhaitent que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Et c'est un soutien très solide que nous avons vu au cours de l'année dernière. C'est incroyable de voir à quel point les Ukrainiens sont pro-européens et pro-OTAN. Je n'ai jamais rien vu de tel. L'analyste politique ukrainien Mykola Davidluk est du même avis. L'invasion russe a rendu l'OTAN et l'UE extraordinairement populaire en Ukraine et les gens ont compris que notre seule voie est celle de l'Occident. Et nous avançons dans cette direction très rapidement. Dans ce temps, les Ukrainiens ordinaires disent qu'ils sont forts et résilients après une année de guerre et d'attaques soutenues de missiles par la Russie. Également dans l'actualité ce soir, le gouvernement britannique et l'Union européenne sont arrivés ce lundi à un compromis concernant les dispositions post-Brexit en Irlande du Nord, espérant ouvrir un nouveau chapitre après des mois de relations tumultueuses et de blocage politique dans la province britannique. Alors que Londres et Bruxelles semblaient récemment au bord de la guerre commerciale à cause de cette crise, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont présenté l'accord lors d'une conférence de presse commune à Windsor, à l'ouest de Londres. Cet accord doit permettre d'offrir des garanties solides pour protéger l'intégrité du marché unique européen, a souligné Ursula von der Leyen. Vous suivez Le Monde aujourd'hui. Tout de suite après la pause, nous parlerons notamment de la 28e édition du FESPACO qui se déroule à Ouagadougou, mais aussi de ces 5000 livres écrits exclusivement par des auteurs noirs et qui ont trouvé domicile à Brooklyn. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Lynn Ormoudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Allons au Togo, où l'Académie du genre et des inclusions sociales prend ses marques dans la promotion de la justice sociale. Lancé en 2021, il s'agit d'un programme de formation qui vise à outiller et rendre disponibles des profils professionnels aguerris dans la vulgarisation du genre et des inclusions sociales. De Lomé, la correspondance d'Amen Assignon. Malgré ses multiples occupations, Sabine doit passer en revue ses notes. Un travail de recherche qu'elle devra partager le lendemain avec d'autres étudiants en ligne. Sabine s'est inscrite à un programme de formation dénommé Académie du genre et des inclusions sociales. Je suis en train de lire un cours à la suite duquel je vais faire l'exercice sexe et genre. Du biologique au social. Je travaille beaucoup avec les associations, les projets et aujourd'hui, tout le monde est d'accord que dans la planification des activités, des projets, il faut inclure le genre. Floriane, quant à elle, fait partie des pionniers de ce programme. Elle a été l'une des bénéficiaires à croire en ce projet destiné à former et à mettre à disposition une ressource humaine qualifiée et compétente en matière de genre et des inclusions sociales au Togo et dans la sous-région. Son passage à l'Académie lui a valu aujourd'hui un poste de consultant genre au ministère des Armées du Togo. Je suis féministe et je voulais comprendre en fait le lien que je peux faire avec le féminisme et toute la lutte autour, tout ce pourquoi je lutte, mais le côté professionnel de la chose. Quand j'ai participé à cette académie, j'ai compris beaucoup plus de choses. Et donc, en tant que spécialiste genre, comment est-ce que je peux influencer si je travaille dans une organisation ou dans un ministère? Nous avons retrouvé Sabine pour la séance d'échange en ligne. Il n'y a pas
affaire de genre, c'est le CES qui les définit. L'académie s'appuie sur une méthode dite inversée pour dispenser les cours à ses étudiants. La méthode que nous utilisons, c'est carrément une méthode inversée. On a une plateforme de formation et puis tout se passe logiquement sur la plateforme. Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes sont l'objet de beaucoup de discrimination sur le plan professionnel, à la maison. On s'est dit qu'il fallait mettre en place une telle académie pour vulgariser le concept genre. Aujourd'hui, nous sommes... À ce jour, le programme a formé plus d'une 50aine de participants sur la question du genre, qui constitue une priorité dans les stratégies de développement. Si de nombreux progrès ont été réalisés ces dernières années au Togo et en Afrique, les femmes et les hommes, les filles et les garçons, ainsi que des personnes sujettes à des exclusions multiformes pour des raisons autres que leur sexe, continuent de subir des discriminations et des violences de toute nature, des inégalités auxquelles l'Académie veut apporter une réponse pour plus de justice sociale. Amina Signon pour VOA Afrique, Lomé. Et on en vient au cinéma avec le Burkina Faso qui vit au rythme du FESPACO dans un contexte sécuritaire marqué par une recrudescence récente des attaques terroristes sur son sol. La cérémonie d'ouverture de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou a eu lieu le week-end dans la capitale burkinabé en présence des premiers ministres burkinabés et maliens. La lutte contre le terrorisme a été au centre des discours et du spectacle servi au public et au monde du cinéma présent au Palais des Sports de Ouagadougou. Voyons cela dans ce reportage de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Yacouba Ouedraogo et Thierry Kawaré. C'est avec une chorégraphie de Serge Aimé Koulibaly, inspirée de la célèbre phrase de Martin Luther King, « I have a dream », j'ai un rêve, que s'est ouverte l'édition 2023 du FESPACO. J'ai un rêve qu'un jour, les peuples africains vivront d'être de bonne gouvernance, de liberté. Un rêve pour des lendemains meilleurs pour le Burkina Faso et pour l'Afrique, représenté dans une création construite autour du patriotisme et de la lutte contre le terrorisme. Le FESPACO se tient alors que le Burkina Faso a connu des attaques terroristes récentes dans le nord du pays, à Déou, Oursi et Tinakov. Des festivaliers étrangers ont quand même tenu à être présents à Ouagadougou. J'ai entendu parler de ces attaques quand j'entrais dans l'avion. Mais pour je ne sais quelle raison, je ne suis pas du tout perturbé parce que ces choses se produisent partout dans le monde et je crois que je rentrerai chez moi sain et sauf. Beaucoup de productions cinématographiques en compétition dans différentes catégories abordent cette thématique de la crise sécuritaire. Dans un contexte de lutte contre le djihadisme où le rôle des femmes n'est pas souvent mis en valeur, certains films tentent de rectifier le tir en mettant en exergue des héroïnes. J'ai choisi de prendre une héroïne parce que quand on parle de terrorisme, on voit l'armée, on voit les hommes, on voit la politique, mais où sont les femmes ? Et quand vous rentrez dans le camp, dans ces camps de réfugiés et que vous entendez toutes les histoires de chacune de ces femmes, de comment est-ce qu'elles ont vécu, de comment elles ont traversé pour arriver où elles sont, c'est extraordinaire. Le Mali est le pays invité d'honneur de cette édition et son premier ministre, Choguel Kokala Maïga, était présent à l'ouverture du FESPACO aux côtés de son homologue burkinabé. Il est revenu sur l'idée de fédération entre le Mali et le Burkina Faso. Nous avons beaucoup échangé sur cette question de la fédération Mali-Burkina avec d'autres pays. Et ce que j'ai entendu aujourd'hui, les hommes de culture, c'est des dire aux hommes politiques. Continuez, suivez vos peuples. N'échouez pas, n'hésitez pas, ne regardez pas en arrière, vos peuples sont avec vous. 170 films repartis dans une dizaine de catégories sont en compétition. Dans la course au trophée le plus convoité, les Talons d'Or de Yenega, 15 films de 13 pays sont en lice. La clôture est prévue pour le 4 mars. Thierry Kaouré, Yacouba Ouedraogo, VOA Afrique, Ouagadougou. Le FESPACO, dont l'histoire se retrouvera certainement dans cette bibliothèque gratuite de plus de 5000 livres écrits exclusivement par des auteurs noirs qui a trouvé domicile à Brooklyn, dans un quartier historiquement noir de New York. Voyons cela avec Ginny Niwa.
La Free Black Women Library a été fondée en 2015 par Ola Akinmowo, une artiste et professeure de yoga d'origine nigériane, née dans le quartier Bedford-Stuyvesant du centre de Brooklyn. En possession d'un grand nombre de livres pénibles à transporter, elle prend la décision d'ouvrir une bibliothèque et en faire profiter sa communauté. Je suis arrivée au point où j'avais plus de 5000 livres et essayer de voyager avec cette quantité de livres est devenu trop écrasant, trop laborieux, trop intimidant, trop cher. J'ai donc aussi eu le sentiment que la communauté avait besoin d'un endroit comme la communauté que la bibliothèque dessert et la communauté de Bed-Stuy avait besoin d'un endroit où nous pourrions simplement être ensemble. Pas seulement pour lire les livres et échanger les livres, mais juste pour parler et se laisser aller et être nous-mêmes et ne pas sentir que nous devions mettre n'importe quoi ou payer de l'argent pour participer. C'est donc un espace communautaire et créatif et les gens sont les bienvenus ici aussi longtemps qu'ils le souhaitent et ils ne se sentent pas obligés de faire quoi que ce soit, mais simplement d'être eux-mêmes. Le projet a vu le jour grâce à une campagne GoFundMe toujours en cours et ayant recueilli plus de 125 000 $, entre autres sources. Les livres sont gratuits et s'obtiennent en échange d'autres livres écrits par des femmes noires. Les choses se passent extrêmement bien et la façon dont l'espace fonctionne passe par un processus d'échange. En ce qui concerne les livres qui entrent et sortent, donc nous ne vendons aucun livre ici, nous échangeons. Donc vos livres sont votre devise en gros. Pour chaque livre que vous apportez, vous pouvez prendre un livre tant qu'il est écrit par une écrivaine noire. Et nous acceptons également les écrivains noirs, non binaires. Donc, les gens viennent à la bibliothèque et ils se présenteront avec un livre ou 2 livres ou 5 livres et ils regarderont dans la collection et ils les échangeront contre 1 livre, 2 livres ou 5 livres. Et ces livres qu'ils prennent, ils peuvent les garder et ces livres peuvent devenir leurs livres personnels ou ils peuvent les rapporter et les échanger contre de nouveaux livres. Pour les visiteurs, la représentation est importante et apporte un sentiment de sécurité pour les générations futures également. La lecture est très importante. Je suis une immigrée. Je suis une immigrée légale. Ma famille est arrivée ici dans les années 80. Donc avoir ma fille dans une bibliothèque est la chose la plus incroyable au monde. Quand j'étais enfant, ma famille était pauvre, alors j'ai appris et voyagé à travers les livres. Donc c'est important qu'elle puisse se reconnaître dans certains de ces livres. C'est une clé pour qu'elle grandisse et soit où elle veut être dans ce monde. L'espace accueille également des événements tels que des expositions d'art et des coins de lecture. La Free Black Women's Library de Brooklyn, New York, est ouverte 4 jours par semaine. Il ne nous reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture. Le Monde aujourd'hui est fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Mbote ndeko Eli Sango, mbote na bino banso, bozali kolanda Saona Lingala na la Voix de l'Amérique, Buto, Washington DC. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala.